Alors dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser un logiciel bureautique. Alors OpenOffice, c'est un logiciel 100% gratuit, donc contrairement à la suite Microsoft Office, Microsoft Office qui, je vous rappelle, regroupe Word, Excel, PowerPoint. Donc si vous voulez savoir, si vous ne connaissez pas encore ici, donc là j'ai les icônes, Word, Excel, PowerPoint, donc là on est sur la sur la suite Microsoft Office, et cela dit donc qu'elle est payante. Pour faire nos exercices et pour nous initier au logiciel de bureautique, on va plutôt utiliser un logiciel gratuit. Alors, si vous ne l'avez pas encore, il faut aller donc dans Google, vous tapez tout simplement OpenOffice, et vous allez donc la télécharger. Donc vous prenez un lien qui vous permet de télécharger, par exemple le premier, celui-là. Donc vous téléchargez et vous faites l'installation. Une fois que l'installation est terminée, vous pouvez revenir à cette vidéo et on peut continuer donc à voir les fonctionnalités de ce logiciel. Alors, le petit icône. Alors si vous utilisez Windows 10, donc OpenOffice devrait se trouver vers ici. Alors c'est trié par ordre alphabétique. Donc on va, voilà, ici on est sur OpenOffice. Et vous aurez donc cette icône là en principe. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un clic droit et je l'ai épinglé à la barre des tâches. Donc un clic droit épinglé à la barre des tâches. À la barre des tâches, pardon. Voilà. Et du coup elle se retrouve ici. Donc je vais cliquer. Voilà. J'ouvre mon logiciel et donc là il me propose plusieurs fonctionnalités. Donc soit faire du texte, un traitement texte, soit un classeur, c'est-à-dire un tableur, soit une présentation, PowerPoint. Alors bon, soit des dessins, une base de données, bon, ou des formules. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est, pour l'exercice que je vous ai préparé, c'est ici, c'est classeur, c'est OpenOffice Calc. Donc on va cliquer sur Calc, voilà. Ensuite, donc je vais dans Fichier, Ouvrir. Voilà. Et ici, donc là, vous avez votre dossier avec tous les exercices. Alors évidemment, on va commencer par l'exercice 1. On va prendre Exo 1, corriger. Le premier exercice, il va nous proposer un exercice, alors vraiment donc d'initiation, c'est-à-dire de calcul de base. Alors, j'ai ici un tableau de consommation d'un plein de voitures, donc, avec ici donc des dates, ici un volume de plein d'essence, mon compteur kilométrique, la distance parcourue, la consommation en litres pour 100 km. Alors ça, ce sont des cellules qu'il va falloir calculer nous-mêmes, donc là j'en ai laissé une et deux pleines pour qu'on ait accès à la formule qui est utilisée, ici en haut dans la barre de formule, on y reviendra. Et ici simplement on va rajouter une ligne totale. Alors total, pas la station essence, c'est le total, c'est la somme. Donc pour commencer, je vais calculer donc le volume total du plein d'essence que j'ai effectué entre le 5 janvier 2005 et le 31 mars 2005, c'est-à-dire sur un trimestre. Je double-clique sur ma cellule pour l'activer, et pour entrer donc un calcul, il va falloir que je commence toujours par mon signe égal. Si je ne commence pas par égal, mon calcul ne prendra pas effet. Je vais donc faire une somme. Alors, je pourrais faire tout bêtement comme sur la calculatrice 45 plus 37 plus etc. Mais il existe des fonctions qui me permettent justement d'accélérer un tout petit peu la manœuvre. J'écris est égal à somme. Voilà. J'ouvre une parenthèse, je sélectionne ma plage en restant cliqué de la ligne 4 à la ligne 9, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur OK. Donc j'obtiens 256 litres sur 3 mois, c'est ce que j'ai mis comme essence. Mon compteur kilométrique, alors là, il s'agira ici non pas de faire la somme, puisqu'on part, c'est-à-dire que la personne partait, son compteur kilométrique était à 25 800 km, au bout de 3 mois il arrive à 29 633, donc il s'agira de faire la différence, c'est-à-dire
combien de kilomètres ont été faits entre le 5 janvier 2005 et le 31 mars 2005. Donc ici, je vais mettre égal la dernière ligne, le nombre de kilomètres que j'ai effectué alors à l'arrivée, c'est-à-dire mon compteur kilométrique à la fin du trimestre affiche 29 663 et je dois faire la différence avec ce qu'il affichait au tout début donc, de mon trimestre. C'est-à-dire 29 663 moins 25 800. Je clique sur OK et j'obtiens donc 3863. Alors la distance parcourue. Donc ici on reste, là on peut le faire donc pas à pas, c'est-à-dire que ici on aura vraiment fait le total. Donc au fait ce qu'on pourrait faire ici c'est la distance parcourue entre chaque plein. Donc ici on remarque, si je regarde, vous voyez donc lorsque je clique sur ma cellule dans laquelle il y a déjà une formule, ici donc j'ai ce qui apparaît et ici en haut c'est ce qu'on appelle ma barre de formule, j'ai la formule que j'ai rentrée dans cette case pour obtenir ce résultat. Donc il faudra souvent se servir de cette barre de formule. Alors ici on remarque qu'il a fait C4 moins C3, c'est-à-dire 26 456 moins 25 800, il a parcouru 656 km entre la date de son premier plein et la date de son deuxième plein. Je vais pouvoir rentrer mon deuxième calcul, c'est 5 moins 26 456. Voilà, donc entre le 12 du 2 et le 17 du 1, il aura fait 579 km. Alors, maintenant, je pourrais faire ça sur toutes les cellules, malheureusement. Alors, pas malheureusement, je dirais plutôt heureusement, les fonctions d'un tableur donc, nous permettent d'accélérer encore une fois un petit peu la manœuvre. Ici, si je vais dans le coin de ma cellule en bas à droite et que je vais, vous voyez donc là il y a la forme du curseur change, là ça change en croix. Donc là il faut que je reste bien en mode croix, que je clique et que je fasse un cliquer-glisser. Ça va tout simplement, le fait de faire ça, ça va tout simplement répéter ma formule tout en incrémentant, c'est-à-dire, alors l'incrémentation, c'est-à-dire, vous voyez qu'ici, donc je suis sur C4 moins C3, ici je suis sur C5 moins C4, donc le tableur, lui, réfléchit d'une manière logique, il se dit, bon bah si en haut c'était C5 moins C4, alors ici, ça sera C6 moins C5. Et en dessous, ça sera C7 moins C6, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, il va descendre d'un niveau. Alors, pour la distance parcourue, normalement, je devrais obtenir exactement le même résultat qu'ici, puisque là, donc là, je calcule, là, ça serait la somme de tout ça, et ça, normalement, ça devrait arriver à la même somme. Donc ici, je retape est égal à somme, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne mes cellules, et je ferme la parenthèse et j'obtiens bien 3863. Ensuite là j'ai ma colonne E. Dans la colonne E, j'aimerais calculer ma consommation en litres pour 100 km. Alors bon, ici donc il y a une formule qui serait donc alors B4 c'est-à-dire 45, c'est-à-dire le volume du plein d'essence, multiplié par 100, donc qui correspondrait aux 100 km, divisé par la distance parcourue. Ça me donnerait donc la consommation en litres. Alors ici, donc j'ai ma formule, je peux la rentrer encore une fois simplement pour qu'elle rentre bien, enfin c'est-à-dire pour qu'elle me rentre bien dans la tête, hein, pas qu'elle rentre bien dans le tableur, elle est déjà rentrée. Donc j'ai tapé B4 multiplié par 100 et que je vais diviser donc par la distance parcourue. Je vais cliquer sur OK. Voilà, donc on constate que là, entre le premier plein et le deuxième plein, il y a eu une consommation un tout petit peu moindre. On est à 6,86 sur le premier, à 6,39 pour le deuxième. Et comme j'ai vu tout à l'heure, donc ce que je peux faire pour accélérer un petit peu mon calcul, c'est venir ici dans le coin et venir tirer, tout simplement, jusqu'en bas, alors jusqu'à la ligne 9, hein, pas jusqu'à la ligne totale, voilà, et j'obtiens
et donc mon calcul s'est répété tout en prenant à chaque fois en charge. Donc vous voyez ici donc la cellule B6, la cellule D6, ici là si je clique là, il a bien pris B7 et D7, B8 et D8. Voilà, donc les tableurs, les fonctionnalités intéressantes donc des tableurs, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation, c'est-à-dire que le calcul va se répéter tout en prenant les bonnes cellules en compte, en descendant à chaque fois, c'est-à-dire c'est comme une technique d'escalier finalement. Voilà. Si je veux maintenant donner un tout petit peu plus de caractère à mon tableau, ici je peux faire un petit travail de mise en forme, donc je peux sélectionner ici au-dessus, et ici là vous voyez qu'on a des petites commandes de mise en forme. Alors ici je pourrais changer la police, bon là je vais pas le faire ici. Je pourrais passer en gras mes en-têtes. Ma ligne totale je peux la passer en gras. Pareil pour les totaux ici, simplement pour que ça ressorte un petit peu. Et ici pourquoi pas appliquer des bordures. Alors, pour appliquer des bordures, donc je sélectionne mon tableau jusqu'en bas. Ici, là, j'ai un petit icône bordure. Voilà, ici, donc ça me propose quel genre de bordure je veux mettre. Alors moi, je veux avoir les bordures les plus complètes possibles. Ça sera ici sur la droite. Voilà. Mon tableau est en forme. Si je veux maintenant par exemple tableau de consommation, le mettre bien au centre là du tableau, je vais utiliser mes onglets qui sont au-dessus, format, fusionner les cellules. Voilà, et donc là ça a tout fusionné, c'est-à-dire que là je n'ai plus les lignes séparatrices, là tout est devenu une seule cellule, c'est-à-dire de A1 jusqu'à E1 ne forme plus qu'une seule cellule. Et ici je vais centrer, voilà, j'ai un tableau en place. On va passer à l'exercice 2. Alors, dans Fichier, Ouvrir, toujours. Voilà, donc là je vais aller Exo 2, tout simplement. Alors cette fois-ci, donc je me retrouve avec quoi? Donc un tableau avec des noms, des prénoms. Alors ça résume donc, en fait c'est comme un bulletin, c'est des notes à un contrôle, contrôle 1, devoir, contrôle 2, contrôle 3. Ici une colonne moyenne qui n'est pas encore remplie, ici une ligne moyenne qui n'est pas remplie, ici note la plus basse et note la plus haute. Alors en gros il va falloir donc déterminer en ligne la moyenne de la personne, c'est-à-dire de Alix Johan, de Busno Corinne, etc. Donc quelle moyenne a obtenu individuellement chaque candidat. La moyenne du contrôle 1, la moyenne du devoir 1, la moyenne du contrôle 2, etc. On va devoir aussi déterminer la note la plus basse du contrôle 1, du devoir 1, du contrôle 2 et la note la plus haute de tous ces contrôles. Voilà. Je pense que vous avez compris. Alors, pour ce faire, donc on va apprendre une nouvelle formule. La formule, ça sera tout simplement moyenne. Une formule, donc c'est comme on a vu dans l'exercice précédent, commence toujours par le signe égal. Donc voilà, je me mets ici, dans moyenne, je tape égal, et ici je vais taper, je commence à taper, donc M-O-Y, et donc ici, il est en train de me dire, voilà donc comment tu dois écrire ta formule. Donc moyenne, je suis bien l'orthographe, attention, j'ouvre ma parenthèse, et comme pour la somme, je vais tout simplement sélectionner toutes les cellules donc, dans lesquelles il y a des données numériques. Je ferme ma parenthèse, et je vais cliquer sur Entrée. Alors on voit que sur ce devoir-là, ça n'a pas été vraiment terrible, la moyenne du contrôle 1, elle est de 6,95. Donc là j'ai obtenu la moyenne de C2 à C3. Je pourrais refaire cette formule comme ceci, mais on l'a vu tout à l'heure, dans les tableurs, c'est bien de rentrer une seule fois une formule pour ensuite pouvoir l'utiliser
pour d'autres colonnes ou d'autres lignes. Donc là, j'ai déjà rentré la formule moyenne égale C2 à C23, et on a vu que si on prenait ici dans le coin et qu'on venait tirer jusqu'à F, la formule se répétait tout en prenant en compte les cellules de la bonne colonne. Ici, donc, je suis bien en C2, C23, et si je clique ici, en ayant tiré, on voit bien qu'il m'a fait toujours la moyenne de D2, D23. Donc j'ai gagné un temps fou, tout simplement en venant ici et en tirant ma cellule, ma formule, jusqu'à F25. Pour la note la plus basse, donc il s'agit d'une nouvelle formule qui s'appelle min, minimum. Alors je vais taper M-I-I, voilà, donc c'est min. Comme pour les autres formules de calcul, je vais devoir ouvrir une parenthèse et sélectionner une plage. À partir de là, donc la fonction min va tout simplement chercher dans toutes ces notes quelle est la note la plus basse. Alors, comme ça, à vue de nez, je vais pouvoir dire que c'est 4 normalement. Calque, pardon, en tout cas la fonction min va pouvoir me ressortir la note 4. Visiblement, c'est la note la plus basse. Voilà. Et avec la note la plus haute, c'est tout simplement la fonction max, maximum, M-A-X. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne toute ma plage, je ferme ma parenthèse. Voilà. Donc on constate que la note la plus haute pour le contrôle 1 c'est 11, la note la plus basse c'est 4, et enfin, donc la moyenne de toutes ces notes c'est 6,95. Alors il faut que je remplisse les colonnes D, les colonnes E, les colonnes F, et bien je reprends ici ma poignée de recopie et je vais tirer. Alors la note la plus basse ici ça sera 8, ça sera 6, et la note la plus haute, je prends ma poignée, je recopie, voilà, donc ici j'ai 18, 14 et 18. La moyenne par élève, en fait on va faire exactement la même chose qu'on a fait ici, sauf qu'on va prendre en compte les cellules qui sont en ligne, c'est-à-dire que les fonctions moyennes ou la sélection de plage fonctionne en colonne et fonctionne également en ligne. Donc là je vais taper moyenne, j'ouvre ma parenthèse, je prends mes cellules, je ferme la parenthèse, voilà, donc Alix Johan en tout à 10,5 de moyenne. Et je prends ma poignée de recopie en bas dans le coin à droite, hein, vous voyez bien qu'il faut que la croix apparaisse, et je copie jusqu'en bas et j'obtiens la moyenne de tout le monde. C'est-à-dire que ce qui est intéressant donc dans les tableurs, c'est le fait de rentrer une seule fois une formule, et à partir du moment où on a rentré une fois la bonne formule, et bien après on n'a plus qu'à venir tirer, recopier la formule et elle s'applique pour tout le reste. Comme pour l'exercice précédent, je vais pouvoir faire pourquoi pas un peu de mise en forme, donc appliquer des bordures, hein. Ici sur les en-têtes, mettre un peu de gras, ici appliquer des bordures, voilà, pourquoi pas mettre une apparence de cellule, un arrière-plan de cellule, le griser légèrement. Vous voyez, donc là j'ai été ici dans les propriétés arrière-plan de cellule, j'ai sélectionné là où il y a le pot de peinture et j'ai sélectionné alors une couleur. Alors forcément si je mets du noir, mon écriture est noire, ça n'ira pas. Voilà, et ça je peux le mettre en gras, pourquoi pas. Voilà donc ce que j'obtiens. Toujours avec des bordures. Ici. Ok, très bien. On va pouvoir passer à l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, qu'est-ce qu'on a comme tableau? On a un tableau donc dans lequel on a des sommes, alors en francs. Alors, est-ce que l'exemple est bien choisi? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vécu à l'époque du franc? Donc sachez qu'à l'époque de vos ancêtres,
moi-même et vos parents. Nous, on a vécu à l'époque du franc. Avant, la monnaie qui était utilisée n'était pas l'euro, mais était le franc français. À partir de 2001, c'est passé en euros. Voilà, et donc il y a ce qu'on appelle un taux de conversion, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc 10 francs, en réalité, c'était 1,52 euros. Cette conversion se faisait donc via un taux de conversion, qui est placé ici. Et ce tableau, donc, est en train de me dire, c'est-à-dire pour 20 francs, combien ça fait en euros, pour 30 francs, combien ça fait en euros. Alors, j'ai une première cellule qui est déjà calculée, c'est-à-dire qui a écrit égal à 5, c'est-à-dire 10 francs divisé par le taux de conversion. Et j'obtiens 1,52 €. Donc, 1,52 € est égal à 10 francs. Et vous allez me dire, bon bah là c'est facile, parce que avec tous les exercices qu'on a vus tout à l'heure, ben, j'ai plus qu'à aller prendre ma poignée de recopie, et puis je vais recopier mon calcul, et comme ça moi je m'embête pas, et voilà. Et voilà ce qui se passe. Il se passe qu'il y a des messages d'erreur un peu partout. Alors, on va analyser ça. Donc comme je vous ai dit, lorsqu'on tire une cellule, Excel, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il descend, pareil, c'est-à-dire il va prendre les cellules. Ici, donc on était à A5, B2, donc ça veut dire que pour la cellule là, il va prendre A6, B3. Vous voyez? Il divise 20 francs par 0, puisqu'à chaque fois, il descend, il incrémente au fait. Il descend à chaque fois d'une cellule à une cellule. Ici, là on a un message d'erreur valeur. Alors le div 0, ça veut dire on ne peut pas diviser un chiffre par 0, hein, donc là c'est ce qu'il a fait, il a divisé par 0 puisqu'il est descendu sur une case où il n'y avait rien. La case valeur, il me dit la valeur n'est pas reconnue, tout simplement pourquoi? Parce qu'il est descendu en B4, donc sur euro, donc il a divisé un chiffre par du texte, donc il ne comprend pas, hein, ça se fait pas. Ici, il a réussi à faire un calcul, pourquoi? Parce qu'il a divisé 40 par 1,52, mais en tout cas, en gros, on voit que, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, il est à chaque fois descendu d'une cellule, mais que ça ne va pas, puisque du coup, il aurait fallu que je descende bien ici au niveau de cette colonne A. Il faut bien que lorsque je recopie ma cellule, il faut bien que je redescende 30, 40, 50 jusqu'à A16. Par contre, il va falloir garder ici toujours le même diviseur, c'est-à-dire le même taux de conversion. Alors, pour faire ça, les tableurs nous proposent une fonction qui nous permet de figer une cellule. En d'autres termes, si j'applique un signe $, à ma cellule B2. Alors je vais mettre un $, comme ça, à côté du B, et un $, le signe $, à côté du 2. Le $, ça n'a rien à voir avec la devise, c'est pas ça. Le $, dans les tableurs, ça nous permet tout simplement, en fait, si vous voulez, de bloquer. On bloque ici la colonne B, en mettant le $, à côté de B, et on bloque la colonne, la ligne 2, pardon. Donc en gros, là, je viens de figer ma cellule. C'est-à-dire que, maintenant, lorsque je vais recopier ma formule, vous voyez, donc là, il est bien redescendu en A6 pour les 20 francs, et il a continué à diviser par B2. Pour les 30 francs, il est bien descendu sur 30 francs, hein, j'ai pas appliqué de $, hein, à la cellule A5, donc à chaque fois il descend, A7, machin, etc. Et il est toujours resté en B2. Voilà, donc ça c'est une nouvelle fonction à connaître, qui peut être intéressante, c'est-à-dire que lorsqu'on a une cellule qui est isolée comme ça, et qui va être un diviseur commun à tous mes calculs, un diviseur ou un multiplicateur, ou que sais-je, il va falloir que je le bloque, que je fige ça dans ma formule de calcul, pour que je puisse faire ma recopie tranquillement, et que mes calculs soient justes. Si vous le désirez, vous pouvez faire un petit peu de mise en page. Ici, format, on peut fusionner, encore une fois, et centrer.
pourquoi pas changer peut-être un petit peu de couleur. Voilà. Hein, ici on a toute une zone qui nous permet de faire un petit peu de mise en page. Pourquoi pas changer la police. Hein, voilà, ça peut vous permettre un petit peu donc d'appréhender ce genre de commande. Toujours mettre mes bordures, ça fait toujours plus propre. Voilà. Voilà, donc faites à votre convenance, hein, pourquoi pas. Et puis, on se retrouve donc pour l'exercice suivant. Pour l'exercice 4, donc, alors là, c'est un petit peu particulier. On va voir, donc, vous avez vu donc sur l'exercice d'avant, donc il fallait figer donc des cellules avec le signe $, lorsqu'on a donc des cellules figées comme ça, et un tableau plus dynamique dans lequel il va falloir incrémenter les cellules. Cependant, il existe aussi donc une autre manière de pouvoir, entre guillemets, figer une cellule. On peut également nommer les cellules. Donc le but de cet exercice, ça va être de nommer les cellules. Alors je vais commencer par calculer le coût de ma location par jour et par personne. Donc avant de faire ça, il va falloir que je calcule le total, c'est-à-dire la durée du séjour. Le total est égal à la somme donc de la totalité donc du durée du séjour. Alors, ça me fait 30 jours. Je viens ici dans cette cellule, alors est égal à B3, c'est-à-dire le prix de la location de la résidence, que je vais diviser, c'est-à-dire si je veux avoir, donc ça c'est le prix de la location de la résidence par mois, et donc si je veux connaître le coût par jour, il va falloir que je le divise tout simplement par le total de la durée du séjour faite par Vincent, François et Paul. Donc B3 divisé par B12. Voilà, et j'obtiens 166,67 €. Bien. Alors, maintenant, donc, je vais devoir calculer le coût du repas. Donc, l'estimation du repas, 15 € par jour. C'est une formule donc, que je vais rentrer ici. Donc, ça sera 15 multiplié par 10 pour Vincent. Je vais devoir incrémenter pour François et pour Paul, c'est-à-dire recopier ma cellule. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il fallait mettre les dollars si je voulais figer donc une cellule qui reste fixe ici en haut, qui est plus sur une plage de données qu'on va utiliser pour faire des calculs, plutôt que dans un tableau dynamique qu'on doit remplir. Alors, il existe une alternative au dollar. Je vais nommer mes cellules, tout simplement. Donc, ici, pour le coût du repas, je clique tout simplement sur la cellule qui correspond au coût du repas, et ici sur ma gauche, là j'ai une petite zone, et ici vous voyez que si je laisse mon curseur suffisamment longtemps, il y avait écrit zone de nom, c'est-à-dire que pour l'instant il appelle cette cellule B5, et par défaut donc cette cellule B5 elle va bouger si moi j'incrémente ou si je copie-colle mes cellules. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement effacer B5, toujours en restant donc en cellule B5, et je vais l'appeler repas. Je clique sur Entrée, et maintenant, on va noter que si je mets égal, donc B8, c'est-à-dire la durée du séjour, multiplié par, et j'écris à la main cette fois repas, vous voyez qu'ici là j'ai une suggestion, ça veut dire qu'il existe dans ma base de données et qu'il se réfère à quelque chose, c'est-à-dire ici en l'occurrence à 15 € par jour. Je vais cliquer alors sur OK, voilà, et ça me donne 150 €. On est bien d'accord que 15 € multiplié par 10, ça donne 150 €. Et donc, maintenant, si j'incrémente, voilà, il va bien me faire le B9 François 15 jours en termes de durée multiplié par repas, et les 5 jours en B10 multiplié par repas. Voilà, donc là je vais faire la même chose pour le coût de la location. Donc le coût de la location par jour et par personne, ça sera la durée du séjour multipliée par les 166 € qui correspondent au prix de la location par jour et par personne. Donc je vais
aller faire pareil. Je vais aller dans ma zone de nom. Je clique évidemment au préalable, hein, là où je suis, hein, donc dans le coût de la location. Je vais aller dans ma zone de nom. Je vais écrire tout simplement location. J'appuie sur Entrée, c'est bon, ma cellule est nommée, et donc maintenant je vais pouvoir faire mon calcul. Donc la durée du séjour multipliée par, et j'écris à la main location. Je clique sur Entrée, sur Entrée, voilà. Et des fois il boude des fois. Et voilà, donc là j'obtiens ce résultat où vous voyez que j'ai recopié avec ma poignée de recopie. Alors donc maintenant pour le coût total, eh bien ça sera tout simplement le coût du repas plus le coût de la location. Et ça c'est pareil, je vais incrémenter. Et j'obtiens les totaux donc pour Vincent, pour François et pour Paul. Voilà pour l'exercice 4. Alors, comme d'habitude, on peut faire un peu de mise en page, donc de la fusion. Alors, la fusion, c'est dans Format, fusionner les cellules. Voilà. Ici, quelques petites bordures. Et ici, quelques petites bordures. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez décorer votre tableau à votre convenance. On passe à l'exercice 5. Bien, dans l'exercice 5, alors donc là j'ai un tableau dont le titre est devis de fourniture informatique. Alors cette fois-ci, contrairement aux autres tableaux, il n'est pas déjà préalablement mis en forme, hein. Donc là, il faut vraiment aller chercher les informations. Donc devis de fourniture informatique, quantité, avec des quantités, un prix unitaire hors taxe, un montant hors taxe. Alors en gros, on est sur la structure d'une facture, d'un exercice donc de facturation. Alors la première chose à faire, quand j'arrive donc dans un document comme ça, donc c'est déjà essayer de m'y retrouver. Je vais déjà soigner un petit peu donc la mise en forme. On voit qu'ici, là, dans les descriptifs, je n'ai pas l'entière description qui apparaît dans mes cellules. Alors pour ce faire, je vais tout simplement ajuster la cellule à mon contenu. Pour faire ça, je vais ici dans la barre des colonnes, au niveau B. Je glisse ma souris jusqu'à ce que les deux flèches apparaissent et je double-clique. Voilà. Et là, on voit que tout s'est agrandi par rapport à la plus grande information de saisie. C'est-à-dire ici, en l'occurrence, ça serait étiquette machin de 100 planches chacune. C'est le texte le plus long et il s'est adapté au texte le plus long afin que je puisse tout voir et que rien ne soit coupé. Autre chose ici, j'ai des quantités et j'ai un prix unitaire en euros. Par contre, ici on remarque que je suis sous un format chiffre. Alors cet exercice va aussi nous permettre de voir les différents formats que proposent les tableurs. Alors ce qu'on va faire déjà, alors pour commencer, encore une fois, pour voir un tout petit peu plus clair, là je vais déjà commencer par fusionner, mettre en gras et en un tout petit peu plus grand, 15, et je vais le centrer. Voilà, comme ça, ça déjà, c'est bien. Mes en-têtes, je vais les mettre en gras. Voilà, là déjà, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. Les articles, je vais centrer. Pourquoi? Parce que la colonne est grande et tout collé sur la droite, ça fait pas très beau, hein, c'est mieux quand c'est centré. Les quantités, c'est pareil, la colonne est assez grande. Je vais donc centrer les données. Et pourquoi pas faire la même chose pour les prix. Voilà. Bien. Alors, je vais commencer par passer toute cette colonne-là en format monétaire. Pas les quantités, évidemment, les quantités ne se comptent pas en euros, hein, mais en quantité. Je vais donc tout sélectionner. Vous avez vu donc ce que j'ai fait. J'ai sélectionné toute ma colonne. Je vais aller dans Format.
cellule. Voilà. Et ici donc ça me propose donc dans quel format est-ce que je veux placer ma cellule tout simplement. Ici donc j'ai plusieurs catégories, j'ai nombre, pourcentage, monétaire, tiens c'est celui-là qui m'intéresse, voilà, texte, heure, scientifique, etc. Donc je vais cliquer sur monétaire, on voit qu'ici là j'ai un exemple, 17,90 €. Et ici ça me montre donc exactement donc dans quel format. Je pourrais éventuellement le changer. Bon alors ici il y a français France, français Luxembourg, je peux peut-être si je... Voilà, vous voyez il y a vraiment les devises de tous les pays. Hein. Bon, nous on est en France, hein, donc on va rester sur euro français. Décimale, ben 2, hein, on va rester sur 2 décimales. Un prix ça s'écrit avec 2 décimales après le chiffre normal, là, le 0 non significatif, un séparateur de milliers, oui, ok, voilà. Je vais mettre OK. Voilà, et donc je passe en format. Alors maintenant, pour calculer mon montant hors taxe, il va falloir que je calcule mon prix unitaire multiplié par la quantité. On a un pack de 50 boîtiers Slim, CD, DVD. Bon. Le fichier est peut-être un petit peu vieux. 8,95 € et on en a 6. Donc il va falloir multiplier ces 8,95 par la quantité. Je mets entrée et je vais copier mes cellules jusqu'à la ligne 19, c'est-à-dire jusqu'à la fin de mes intitulés de facture. Ensuite, montant hors taxe, alors ça je vais juste un tout petit peu agrandir, voilà, et ça aussi. Alors le montant hors taxe, ça sera tout simplement la somme de tous ces montants, hein. Somme entre parenthèses, voilà, port et emballage, bon ici on va dire qu'il n'y a rien du tout, hein, on va pas se casser la tête. Le total hors taxe, donc ça sera cette somme là, hein, s'il n'y a pas de port qui s'ajoute, bon, tiens je vais quand même en rajouter, je vais mettre 50 €, voilà. Et que je vais passer en format monétaire. Alors bon, il y a un petit raccourci ici pour le passer en format monétaire, c'est là, vous voyez, un format numérique monétaire, voilà. Le format monétaire, donc, est égal à ça, plus le port, le montant hors taxe plus le port. Alors la TVA 19,6, bon maintenant on est sur une TVA à 20%, mais bon, on va calculer comme c'est écrit dans le tableau, est égal à, au total hors taxe, multiplié par 19,6%. Là, je vais obtenir donc le montant de la TVA qui se dégage du total hors taxe. Et enfin, le montant total TTC, ça sera tout simplement mon total hors taxe plus le montant de la TVA. Et non pas celui-là, attention, il faut bien prendre en compte le fait qu'il y ait un port et emballage. Et donc le tout, hein, mon total hors taxe, c'est bien ça, 4096 €, le tout. Plus la TVA, donc j'additionne ces deux-là, hein, et non pas le montant hors taxe avec la TVA. Voilà. Bien, maintenant je vais pouvoir faire encore une fois mon petit exercice de mise en forme. Alors, je vais aller dans mes bordures. Voilà. Alors j'ai regardé là si on peut pas... Ah voilà, les bordures de cellules, vous voyez ici on peut les grossir un peu. Et voilà, et ça c'est pas mal ça. Voilà, hein, comme ça là je peux grossir, pourquoi pas un petit peu ici. Et grossir, mettre un cadre ici. Alors, voilà, mettre un cadre comme ça. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire... Alors... Voilà, des traits un tout petit peu plus fins à l'intérieur. Voilà, et un trait un peu plus gros. Alors, un trait un peu plus fin à l'intérieur. Voilà, et un trait un petit peu plus fin. Alors à l'extérieur, là pourquoi s'il ne veut pas mettre un encadrement extérieur? Ça c'est un peu dommage. Voilà, donc là il veut que m'encadrer tout là comme j'ai sélectionné à la base. Ça c'est pas top. Voilà, je vais plutôt passer donc sur des formats comme ça.
Ici, je vais pourquoi pas griser un peu le total hors taxe. L'arrière-plan de cellule, donc, je vais le griser un peu. Et je vais surtout mettre en gras le total TTC. Voilà. Et avec ça, donc, alors si je fais un affichage aperçu des sauts de page, non, c'est pas ça. Voilà. Et en faisant ça, donc si je vais donc dans fichier et aperçu, je vais pouvoir voir donc à quoi ça ressemble. Voilà. Je peux également alors fermer l'aperçu, hein, pour fermer, hein, c'est ici, fermer l'aperçu. Je peux également un tout petit peu agrandir les cellules. Alors, donc là si je fais ça, voilà, donc là je suis à hauteur 74 cm. Si je clique ici et que je mets hauteur de ligne, avec le clic droit, hein, hauteur de ligne, et que je mets donc tout à 74 cm, toutes mes cellules vont passer à 74 cm. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner tout ça maintenant, et je vais mettre hauteur de ligne, valeur par défaut, 0,74 cm. Voilà, toutes les cellules donc, que j'ai sélectionnées, elles seront toutes de la même taille. Alors dans ce dernier exercice, alors, si je regarde donc dans mes feuilles 2 et dans mes feuilles 3, voilà, donc j'ai deux graphiques. Donc le dernier exercice va consister à faire un graphique de la moyenne de chaque personne, de chaque élève, pour le premier trimestre. Et le deuxième graphique, lui, va se concentrer sur une personne en particulier, c'est-à-dire le profil de l'élève Rouxel, pour déterminer une courbe d'évolution donc de ces notes, alors en fonction donc, du premier contrôle, du devoir 1, du contrôle 2, du contrôle 3, et arriver à un point de jonction donc, qui est sa moyenne. Alors, pour faire mon graphique, je vais devoir sélectionner les données qui m'intéressent. Si je regarde donc dans cette feuille, ici, j'ai le nom et les notes. J'aimerais faire ressortir donc ces informations. Et les notes moyennes. Hein. Voilà. Donc, je vais aller chercher les colonnes qui correspondent aux données que je veux afficher. Donc, je vais déjà aller chercher ma colonne nom. Ensuite, il me faudra donc la colonne moyenne. Je presse sur CTRL, je clique en haut de la colonne G et je glisse. Alors pourquoi je clique sur CTRL? Parce que si je ne clique pas sur CTRL, ce qui se passe c'est que ma colonne A se désélectionne. Or, je veux garder la sélection de la colonne A. Donc, pour ce faire, et pour sauter les lignes dont je n'ai pas besoin, dont le prénom, le contrôle 1, devoir 1, etc., je presse CTRL, je reste appuyé sur CTRL et je sélectionne moyenne. Une fois que j'ai sélectionné les données dont j'ai besoin, je vais insérer mon graphique. Pour insérer le graphique, alors il y a deux solutions. Soit je vais ici dans cet onglet insertion, et ici on voit que j'ai une commande diagramme, soit ici, encore plus simple, j'ai un raccourci avec l'icône diagramme. Bon, je vais cliquer sur celui-là maintenant que j'y suis. Voilà. Alors, l'assistant diagramme donc s'ouvre et donc me propose la création de mon graphique en 4 étapes. Ici, il va me demander le type de diagramme, en 2, la plage de données concernée, les séries de données et les éléments du diagramme. Alors, pour le type du diagramme, donc j'ai vu sur la page, sur la feuille 2, que c'était un diagramme en barre, c'est-à-dire un histogramme horizontal, comme ceci. Voilà. Voilà, donc ici, là j'ai mon aperçu. Ok, donc je garde ce graphique-là. Je passe à l'étape 2. La plage de données, c'est pas la peine que je le remplisse. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà fait. Si j'avais pas rempli, j'aurais simplement donc cliqué sur diagramme et j'aurais dû remplir ma page de données comme ceci. Mais bon, là voilà, je l'ai déjà fait au préalable, donc c'est bon. Alors ensuite, ça me demande donc première ligne comme étiquette et première colonne comme étiquette. Ok, ça je vais le laisser. Donc la première ligne c'est le nom et la dernière colonne, donc moyenne, comme étiquette. On verra tout à l'heure plus précisément ce que c'est qu'une étiquette. Donc ça je laisse cocher. La série de données, alors ça va me demander donc alors les noms,
la valeur y, alors la valeur y c'est la valeur verticale, valeur x c'est valeur horizontale, ça je vais laisser comme ça, les éléments du diagramme, ce que je veux voir apparaître qui n'apparaissent pas, je peux donner un titre à mon diagramme, donc là je vais le faire, je vais mettre moyenne élève, premier trimestre. Alors je peux également donner un titre à mes axes X, donc ici là quelque part ça m'arrange un peu, pourquoi? Parce que il va y avoir les noms qui vont s'afficher, pourquoi pas. Donc ici je vais mettre les noms et axe Y, voilà, donc vous voyez, donc là nom c'est affiché ici. Ok, axe Y je vais rien mettre du tout, je vais cliquer sur terminer. Voilà. Et maintenant, je vais continuer à peaufiner un peu donc, mon graphique. J'agrandis un peu ce graphique. Alors, voilà, la sélection est un peu compliquée. Voilà. Alors, voilà, donc comment maintenant je vais procéder? Je vais vouloir faire apparaître ici la moyenne de chaque personne. Donc, voilà. En double-cliquant 2 fois sur, sur la barre, j'aimerais savoir, c'est-à-dire voisin, combien il a eu de moyenne. Je ne veux pas que ça soit juste représenté par une barre, je veux aussi qu'il y ait un numéro. Je vais cliquer droit sur la barre, donc, et je vais ici mettre insérer donc des étiquettes de données. Voilà, et ici, donc là, ça me donne bien la moyenne. Alors, je vais formater un peu donc les séries de données. Alors, les options, remplissage, alors, je peux changer de couleur, vous voyez, donc là, la couleur là, si elle me plaît pas trop, je peux changer de couleur, par exemple, si on la met en vert un peu tapant, comme ça, ok. Les options, XY, ce sera le primaire, lui, ça, on n'y touche pas. Tracer les valeurs manquantes, laisser un espace, oui, ça c'est pareil, ça permet d'aérer, c'est très bien. Transparence, on va laisser comme ça, et les bordures, on va laisser comme ça, voilà, donc là je vais mettre OK, et donc là je me retrouve avec mes barres en vert. Ensuite donc pour les étiquettes de données, donc je vais les formater donc les étiquettes de données, je peux changer donc la police, pourquoi pas, alors Arimo, ici là j'ai un exemple, je vais le mettre en un peu plus grand, par exemple en 15, un effet de caractère, couleur de police, tiens, je vais prendre le même vert que j'ai pris pour les barres. Bon, ça c'est pour l'exemple, on va pas dire que ça va forcément donner un aspect très très beau. Ok, voilà, donc ça sera en 15. Là, si je mets en OK, ici là j'ai un exemple, là dans ma petite fenêtre, là j'ai un exemple. Voilà, ça me donne ça. Voilà. Et là donc tout de suite mon graphique est tout de suite un peu plus clair. Bien. Donc voilà pour ce premier graphique. Alors bon, évidemment, je ne vous force pas à faire exactement comme ça, là c'était pour les exemples, à vous de voir et de chercher donc ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez beau, ce qui ressort bien. Là c'est pour les exemples et c'est du vite fait. Il va par contre s'attacher à concentrer notre attention sur un seul élève, c'est-à-dire l'élève Rouxel, et l'évolution donc de ses notes, c'est-à-dire le contrôle 1, le devoir. Voilà, donc le contrôle 1, là il y a 4, le devoir 1, hop, elle remonte à 12, le contrôle numéro 2, elle redescend à 6, voilà, donc faire une courbe moyenne, donc, enfin en tout cas une courbe de l'évolution de ces notes, par rapport au contrôle donné. Voilà. Et là, je vais insérer mon graphique. Donc là, j'ai mon assistant de diagramme. Alors, à partir de maintenant, donc, je vais pouvoir créer. Donc, je vais mettre en ligne. Alors, avec des points et lignes. Alors, pour ma plage de données, alors ici, là, ça va être important. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez ici, donc là, on n'a pas du tout le graphique. Le graphique n'est pas conforme à ce qu'on a vu sur la feuille 3. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il nous pose un graphique
sur une série de données en colonne et non pas en ligne. Or là, on a pris une série de données en ligne et on aimerait donc la représenter visuellement. Donc il va falloir décocher série de données en colonne et cocher série de données en ligne. Et ici, alors voilà, donc on laisse première colonne comme étiquette, puisqu'on a bien Rouxel. Hein, donc ça correspond, le bleu correspondra donc à la moyenne de Rouxel. La moyenne, la courbe orange, la note la plus basse, la courbe jaune, et enfin la note la plus haute, qui est la courbe verte. Pour les séries données, je ne change rien. Les éléments du diagramme, je vais simplement mettre profil Rouxel. Voilà. Et je vais enfin pouvoir donc achever mon graphique. Alors maintenant donc que j'ai fait ça, je vais pouvoir un peu formater. Alors voilà, donc je vais formater le titre hein, pour qu'il soit un peu plus ressemblant à ce qui se trouve dans la feuille 3. Je vais changer la police, je vais augmenter un peu sa taille en 18. Pour la couleur, je viens... Alors non, ça c'est les bordures, pardon. Pour la police, je peux pas changer la couleur, donc... Ok, ah mais si, voilà, dans effet de caractère, bien sûr. Voilà, donc je vais mettre du bleu, c'est-à-dire hein, comme c'est... de la même couleur que la courbe qu'il représente. Pourquoi pas un relief hein? On va voir ce que ça va donner. Pas sûr que ça va donner quelque chose de super, mais bon, on va voir. Voilà, aucune transparence, aucun remplissage, aucune bordure. À la rigueur, si je veux souligner un peu, voilà. Quoique la largeur, voilà, donc là, non, la largeur je vais laisser à 0,10. Ok. Bon, voilà donc ce que ça donnerait. Ensuite, donc là pour mes séries de données, donc là je vais formater donc les séries de données. Donc là je vais demander donc à ce qu'il soit en pointillé. La moyenne, je la veux aussi en pointillé. Donc clic droit, formater les données. Ben, pourquoi pas tirer fin pour changer un peu. Voilà, tirer fin. Hein. Là on est sur la moyenne. Dans la série de données Rouxel, celui-là on va le laisser plein. Là ça nous arrange. Et enfin, dans la note la plus basse, je vais également mettre des tirets. Formater la série de données. Je vais mettre, pourquoi pas 2 points, un trait, voilà. Je peux également donc changer la couleur, hein, vous voyez donc la gris, hein, donc ça va passer donc en gris. Alors c'est pas top parce que là on voit pas très bien. Bon, pour la plus mauvaise note, voilà, on va plutôt le mettre en rouge. Pour profil Rouxel, on va laisser la couleur là. Pour la moyenne, on va mettre ça en... Pourquoi pas en turquoise. Hop, si on voit bien les choses, d'accord. Et la note la plus haute, on va laisser en vert, c'est bien, ça correspond bien. Voilà, donc pour la création de graphique, pour la création donc de votre graphique. Ah, donc n'hésitez pas à faire la même procédure, hein, vous, dans vos exercices, pour arriver donc à ce résultat. Voilà, si vous avez des questions, vous avez mon mail et vous pouvez me contacter.